Pour des pratiques éthiques, un engagement pour la bonne gouvernance. Je m'appelle Eliman Abikan, donc je suis formation de sociologue, mais je travaille depuis bientôt presque 15 ans sur les questions de gouvernance. Et actuellement, membre d'une association panafricaine Lex Africa, Leadership, Éthique, Gouvernance et Stratégie pour l'Afrique, dont je suis le président. Oui, d'abord le terme bonne gouvernance, moi je préfère parler de gouvernance tout court, parce que bonne gouvernance est un terme qui est chargé. Quand je dis chargé, c'est idéologiquement chargé de par son origine et qui tout simplement est là pour certains types de pays, surtout les pays à revenu faible et intermédiaire. Après une évaluation de performance économique, les partenaires surtout techniques et financiers, notamment la Banque mondiale et le FMI, et certains pays de l'OCDE, particulièrement la Grande-Bretagne avec à l'époque Margaret Thatcher, ont en fait conceptualisé ce terme de bonne gouvernance et qui est venu dans ce pays à partir des politiques d'ajustement structurel, donc après les années 80, pour dire que si nous n'arrivons pas à faire des performances économiques à gérer nos pays, c'est parce que nous avons des problèmes dans la gouvernance, surtout la gouvernance institutionnelle, et qu'il fallait répondre à des principes, et ces principes qu'on appelle les principes de bonne gouvernance ont été édictés particulièrement par la Banque mondiale sur les questions de transparence, de participation, les questions d'équité, les questions de redevabilité, mais également de l'efficacité de l'action publique. Donc sur ce plan-là. Mais globalement, la gouvernance implique d'autres types de processus de prise de décision, mais également de systèmes qui peuvent être des systèmes sociaux et politiques, mais qui doivent être en phase avec les réalités d'une société donnée. Et c'est à ce niveau que peut-être que notre position est un peu critique sur la conception ou les termes bonne gouvernance tout simplement. Mais si on prend donc revient sur le Sénégal, il faut dire que oui, un chemin est fait, mais on a beaucoup travaillé sur les questions surtout juridiques. Mais dans les faits et dans les pratiques, on est encore très loin pour donc satisfaire ce qu'on peut considérer comme étant les principes basiques de la gouvernance. Parce que tout simplement, si vous voyez l'arsenal juridique sénégalais, mais il est impressionnant en termes de dispositions qui sont prises au niveau du pays, à l'interne, par initiative interne, pour veiller à la gestion des deniers publics, qui remonte à très longtemps. Par exemple, si vous prenez la loi sur l'investissement illicite, c'est depuis 1981. Et donc, il y a eu des moments forts qui expriment une certaine volonté du pouvoir en place à lutter contre les malversations, contre la corruption, contre les fraudes, contre les détournements des deniers publics, parce qu'on se rendait compte de l'impact négatif que ça a sur notre société et surtout sur les progrès économiques et sociaux et surtout sur le creusement des inégalités qui existent et que dans cela, ceux qui en pâtissent le plus, ce sont les populations laissées pour compte, c'est-à-dire celles-là qui sont dépourvues du minimum par jour pour pouvoir vivre décemment. Et donc, il y a eu aussi une autre catégorie d'instruments juridiques qui viennent d'une inspiration plutôt internationale, parce que au niveau international aussi, il faut le dire, on s'est mis un peu trop tard à faire face à ces questions-là, surtout de la corruption. C'est en fait au début des années 2000 que les Nations Unies ont eu leur convention de lutte contre la corruption de Mérida.
Tu vois, donc c'est récent. Mais depuis, il y a une implication au niveau pays. Par exemple, des structures qu'il faut mettre en place pour lutter contre la corruption dans tous les États partis. Ce qui justifie l'existence au Sénégal de l'OFNAC. De la CENTIF aussi, c'est des structures d'inspiration communautaire. Tu as vu tout le travail que fait aussi des organisations comme la ZIABA, qui sont donc des recommandations communautaires qui s'appliquent donc à un pays. Donc il y a ces instruments-là. Le Sénégal a adhéré presque à tous les instruments de lutte contre la corruption, par exemple, et de transparence. Donc nous avons même en 2012 le code de transparence qui est une directive de l'IEMOA, etc. Donc ce qui fait que finalement l'arsenal juridique au Sénégal est balèze. Pour des pratiques éthiques, un engagement pour la bonne gouvernance. C'est pas normal quand on inscrit dans une constitution le principe de transparence, et ça c'est le cas depuis 2001, quand on adhère à des directives sur la transparence des finances publiques, comme la loi de 2012, autant code transparence, quand on est dans un pays où la demande sociale a été exprimée à un moment donné, surtout avant les élections de 2012, sur les questions de gestion du deniers public, sur les questions de malversation, extraction et de gouvernance. Donc ce n'est pas normal qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on discute encore de la publication des rapports qui sont des rapports de contrôle faits, évidemment bien faits, par des institutions qui sont dédiées à cela. Il y en a beaucoup. Il y a l'IGE, l'Inspection générale d'État qui fait ces rapports, il y a l'OFNAC qui fait ces rapports, il y a l'inspection financière, il y a la Cour de compte, la Cour des comptes. Il y a beaucoup d'institutions qui sont là et qui font bien le travail de contrôle qui les est dévolu. Mais malheureusement, il n'y a pas de suite conséquente qui est donnée à ces rapports-là. Alors que certains doivent être publics, et même ceux qui doivent être publiés, maintenant on se rend compte qu'il y a des retards dans les publications depuis un certain temps. Mais également d'autres qui ne sont pas encore destinés à être directement publiés parce qu'ils doivent aller au niveau donc du président de la République qui doit décider de leur publication ou pas. Là aussi, il y a des problèmes. Non, pour moi, on est à un moment où il faut une publication systématique de tous les rapports de contrôle et les rapports d'études d'évaluation, des pratiques de corruption, de fraude, etc. Parce que ça, on le fait pour le peuple. Donc, on est quand même au XXIe siècle, à l'ère de la transparence. Et donc, il faut que le peuple sache. Dans d'autres pays qui sont économiquement bien importants, comme les pays scandinaves, et qui sont en tête dans presque tous les classements en matière de lutte contre la corruption, et qui sont des modèles en matière de gouvernance des ressources naturelles, comme le Danemark, Norvège, Suède, etc. C'est la transparence, mais totale et instantanée. C'est-à-dire à l'instant même, le citoyen doit pouvoir savoir quel type d'opération financière a été fait par tel ou tel autre représentant de ce citoyen-là. Je pense que les corps de contrôle jouent leur rôle au Sénégal, parce qu'ils font des rapports. Maintenant, il y en a certains qui commencent à boiter un peu. Et je peux prendre un seul cas, qui est le cas qui fait le plus mal. C'est le cas de l'OFNAC. Parce que voyez-vous, avant, il n'y avait pas l'OFNAC. Il y avait la Commission nationale de lutte contre la corruption, CNSLC, qui n'avait pas beaucoup de pouvoir, qui n'avait pas le pouvoir d'autosaisine, et qui même doutait de son pouvoir de publier son rapport. Parce que tel que ça a été écrit dans le décret, il se disait, oui, c'est le président qui l'a publié, même si on dit que ce rapport doit être déposé au président, ensuite publié. Mais cette institution a été renforcée en 2012, suite effectivement à ce que je viens de dire sur comment le contexte a été marqué par une demande forte
en matière de gouvernance des ressources publiques. Alors, mais malheureusement, depuis que l'OFNAC est là, au début, on a vu qu'il y avait quand même les responsables qui étaient là, qui faisaient le travail, comme le demandait effectivement leur mission. On a vu les problèmes qu'il y a eu entre Madame, celle qui dirigeait avant, Nafi Ngom Keïta, et donc son patron. Et ainsi, depuis que cette dame a été donc évincée de ce poste-là, alors que son mandat était en cours, donc c'est comme si cet organe s'est sclérosé, ou bien essaie même de réorienter l'intérêt sur d'autres sujets comme des études de perception de la pauvreté qui ne sont pas véritablement, qui sont importantes, mais qui ne sont pas véritablement ce que nous attendions véritablement. Donc le rapport commence à prendre du retard de l'OFNAC, et les rapports qui ont été publiés, les premiers donc, de Nafi Ngom Keïta, avaient fait des recommandations très incisives qui n'ont jamais été appliquées. Et donc, le rapport devait être également déposé au niveau du procureur. Aujourd'hui, personne ne sait si le rapport a été déposé ou pas. Oui, c'est des institutions administratives qui sont autonomes, de fait. Et là, je pense que c'est la responsabilité des personnes qui sont nommées à ces instances-là. Mais on peut aller plus loin. Je pense que la façon dont les personnes sont nominées doit être revue également. Il faut permettre à ce que ces personnes soient moins redevables au président de la République, même si c'est lui qui nomme au poste civil et militaire. Mais ceci doit être encadré, ou bien qu'on ait des réformes profondes qui font de sorte que ces organes-là, leurs membres sont désignés autrement. Parce qu'il y a aussi l'aspect responsabilité individuelle des agents assermentés qui sont dans ces institutions-là. Et je pense que la dame qu'on vient de citer avait essayé d'assumer entièrement cette responsabilité. Même si elle faisait un peu de diplomatie, ce qui n'est pas inévitable. Mais voilà, on se rend compte qu'à sa suite, malheureusement, c'est l'inertie au niveau de l'OFNAC. La Cour de comptes joue un rôle important au Sénégal, non seulement dans le contrôle de sa mission, mais même dans l'accompagnement du contrôle parlementaire. C'est-à-dire que c'est le premier type de contrôle démocratique, c'est le Parlement. Mais le Parlement, par exemple, avait du mal, depuis des années, à voter régulièrement les lois de règlement. Tu vois, ce sont ces lois-là qui reviennent sur l'exécution du budget, pour voir est-ce que le budget a été bien fait ou pas. Ils avaient du mal à le faire. Mais c'est parce que la Cour des comptes a appuyé le Parlement qu'ils sont arrivés maintenant à être réguliers sur ces lois. La Cour des comptes joue un rôle important également sur les activités de transparence. Vous prenez la transparence dans les industries extractives. La Cour des comptes a joué un rôle important qui a permis de voir des écarts entre les déclarations des entreprises et les montants reçus par le Trésor public. Voyez-vous, ça c'est un travail important qui se fait. Et donc, également, elle certifie toutes les déclarations que la mesure du secteur public. Et donc, je pense que c'est un organe qui mérite d'être renforcé, même si ça a été le cas récemment, mais davantage renforcé et peut-être donner beaucoup plus de moyens et d'autonomie pour qu'il continue à faire le travail correctement. Moi, je crois à une gouvernance qui intègre tous les processus et systèmes d'organisation socio-politique, économique. C'est-à-dire, c'est un système de redevabilité et de responsabilité, mais à 360 degrés, qui doit épargner aucune institution,
qui ne doit pas être seulement focalisé au niveau de l'institution publique, qui a, c'est vrai, la forte responsabilité de gérer les deniers publics qui proviennent de l'exploitation de nos ressources, mais également des contributions à travers les différentes taxes des citoyens, des contribuables. Donc, voilà, ça, ce n'est pas comparable aux responsabilités des autres. Mais il faut aller au-delà, avoir des systèmes qui s'appliquent à tout le monde, au secteur privé, mais également même aux organisations sociales, aux organisations de la société civile, etc. En tout cas, tous ceux qui travaillent, contractualisent avec l'État, ou bien utilisent des ressources directes ou indirectes des citoyens, doivent pouvoir véritablement rendre compte de cela. Et si on vient sur un aspect plus spécifique, par exemple de la corruption c'est toujours deux parties. Donc si on se focalise uniquement sur le secteur public et on laisse le privé, donc il y a une partie importante de la source du problème que nous évacuons, alors que c'est entre souvent donc, les opérateurs privés et les agents assermentés publics qui, surtout par le pouvoir de signature et de décision, malheureusement, les monnaies et donc font des abus de pouvoir pour avantager certains opérateurs privés, qu'ils soient nationaux ou internationaux, au détriment du citoyen qui perd une opportunité de prise en charge de ses propres besoins, surtout les besoins les plus basiques en matière d'éducation, de santé, d'assainissement, de protection sociale. La situation des cultes locales, elle est importante parce que c'est le maillon faible de notre système. C'est comme si nous sommes dans un système un peu macrocéphale et nous avons peut-être une grosse tête comparée à ce qui concentre le budget au niveau central et des jambes frêles. Et malheureusement, c'est par ces jambes-là qu'on tient au sol. Et donc, les réformes, comme l'acte de la décentralisation, malheureusement, ne sont pas allées jusqu'au bout de la prise en charge d'une décentralisation réelle. Parce que même si on dit qu'on délocalise des pouvoirs, mais on ne délocalise pas le partage des ressources entre l'État central et les collectivités locales, mais également entre les collectivités locales et les citoyens. Donc il faut davantage renforcer les politiques fiscales au niveau local. Il y a des réformes en cours, mais très lentes à se mettre en place. Il faut mettre en place l'option économique parce que les collectivités locales fonctionnent uniquement presque par les fonds de dotation qui sont mal organisés, et souvent même une décision qui dépend de deux autorités, des ministres qui sont en charge des collectivités locales, des ministres des Finances, etc. Alors que donc on doit pouvoir permettre à ces collectivités locales de mobiliser de nouvelles ressources. Surtout qu'aujourd'hui, on commence à avoir une accélération de l'exploitation des ressources naturelles. Mais dans les collectivités locales où il y a ces ressources naturelles, normalement, on devrait pouvoir régler ce problème. Mais également dans toutes les autres collectivités locales, parce qu'il y a un dispositif juridique, c'est-à-dire du code minier sur la péréquation, les fonds de péréquation, mais qui n'ont jamais été appliqués pour bénéficier aux collectivités locales. Voilà des sources de ressources publiques, financières, qui pourraient aider un peu les collectivités locales à mieux fonctionner, à maîtriser leur planification au niveau local. Il y a un contrôle permanent qui s'exerce sur les collectivités locales. Parce qu'il y a le contrôle de l'égalité. Les collectivités locales sont toujours contrôlées par l'administration déconcentrée. Voyez-vous? Et également, ils ne gèrent pas les fonds directement par l'unité de caisse. En réalité, tout passe par le trésor public. Maintenant, il y a d'autres types de pratiques qui se font, qui sont des pratiques anormales, qui méritent effectivement qu'on s'y attarde pour mettre les choses au point, surtout là où les collectivités locales s'enrichissent un peu de façon même à faire la loi, c'est le foncier. Dans les pratiques foncières, il n'y a aucune collectivité locale qui a le pouvoir et le droit de vendre des terres, mais c'est ce qu'elles font au quotidien. Elles montent des projets avec des privés qui ne sont pas des projets qui rendent compte des besoins des citoyens, mais plutôt
qui veille aux intérêts de ces privés-là. Okay. Voilà. Oui, le contrôle citoyen, il évolue, mais à dents de scie. Par moment, vous avez des organisations très fortes de la société civile, surtout locale, qui même vont jusqu'à développer des outils de contrôle citoyen local. On peut en citer beaucoup, la certification citoyenne avec le Forum civil, etc., qui a été appliquée dans quelques dizaines de collectivités locales. Il y a d'autres instruments également, le baromètre, gouvernance locale, etc. Donc la société civile elle jusqu'à proposer des instruments. Et maintenant, il reste à ce que ces instruments-là soient reconnus, et systématisés et mutualisés par l'État pour l'intégrer dans l'arsenal juridique de contrôle. Même si là, on peut noter les avancées de l'acte 3 de la décentralisation, du nouveau code des collectivités territoriales, qui imprime de façon plus claire donc, que le lieu de participation citoyenne et de contrôle citoyen, donc, c'est la collectivité locale. Et donc, la loi permet de l'organiser au niveau local et de donner plus de pouvoir aux citoyens, même si, bien avant, il y avait quand même des opportunités, parce que la loi permettait à chaque citoyen d'aller demander à la collectivité locale des documents administratifs, le budget ou des contrats même que la collectivité locale signe avec d'autres privés. Donc le citoyen a ce pouvoir-là. Mais est-ce qu'il l'applique? Non. Oui, ça c'est un travail qu'il faut faire. La société civile essaie de le faire, bon an, mal an, mais on peut dire que ce n'est pas encore très efficace parce que le niveau de conscience est encore faible pour que les citoyens puissent se mobiliser en permanence pour veiller à ce que les ressources soient bien gérées au niveau de leur collectivité locale. Pour des pratiques éthiques.